Donc, je voudrais faire un exposé qui n'est pas du tout dans ma discipline native et qui est une lecture politique de ce petit ouvrage que je vais vous faire passer tout le bloc, qui est la Bible, l'histoire des universités de Christophe Charles, extrêmement intéressant. J'envoie le bloc, comme ça vous allez les voir défiler dans la salle, si vous pouvez les envoyer. Donc, la lecture est la suivante. Si on veut repenser l'université, il importe de regarder ce qui lui est arrivé depuis le Moyen-Âge. Et je résumerai la première phase de l'université entre sa naissance au tournant 12e, 13e et la Révolution française, enfin la Convention qui l'a détruite momentanément pour pratiquement tout le 19e siècle, par le fait que cette histoire est extrêmement riche et variée et se caractérise par des séries d'alternances entre des phases d'autonomisation du monde savant vis-à-vis des pouvoirs essentiellement ecclésiastiques, mais pas seulement, et des phases de reprise en main, et que les problèmes qui se sont posés au long du Moyen-Âge, eh bien, quand on les regarde un par un, reprennent des problèmes qu'on connaît très bien. L'absentéisme des étudiants, la sclérose intellectuelle des universitaires, le bachotage, par moment l'absence de débouchés ou la saturation de la profession. Et donc, cette vue lointaine, elle permet d'identifier une caractéristique, c'est que les moments d'autonomie, les moments d'autonomisation, le moment où le corps universitaire reprend pied par rapport au pouvoir, ce sont toujours des moments dans lesquels l'université a une utilité sociale. Utilité sociale, c'est-à-dire soit qu'il y a un appel de la société vis-à-vis des institutions qui créent le savoir, soit très souvent que le corps professoral est à même de créer sa propre utilité en bousculant la société. Et les phases de sclérose intellectuelle sont celles pendant lesquelles il y a les reprises en main. L'histoire contemporaine est un héritage très très fort du 19e siècle et en particulier de la suppression en septembre 1993 par la Convention de l'université jugée corporatiste, jugée liée au clergé. Et pendant ce temps, ce qui est hérité de l'Ancien Régime, ce sont des centres d'excellence, le Collège Royal, les académies, des écoles d'ingénieurs. Et le modèle napoléonien qui prévaut en France est fondé sur le lycée avant tout, sur l'idée des concours et sur l'idée de formation professionnelle des cadres, avec une idée de division du travail. Pendant ce temps, en Allemagne, il n'y a aucune recherche associée à l'enseignement pendant l'essentiel du 19e siècle, et il y a une hyperconcentration parisienne dont, à l'évidence, nous héritons, qui est la particularité de notre système. En Allemagne, pendant ce temps, le modèle humboldtien, qui est, qu'on dit, néo-humaniste et au contraire encyclopédiste, il est l'héritier de la voie au moment de la Réforme en 1520 du protestantisme qui s'ouvre beaucoup plus sur les Lumières que le catholicisme et qui est fondé sur l'autonomie du savant en sa solitude et sur cette idée éminemment moderne que l'université idéale, l'idéal type d'université, c'est le lieu où se crée, se transmet, se conserve et se critique les savoirs, à la différence profonde du système napoléonien. Autre différence, le système allemand se construit dans des petites villes, ce qui a un immense intérêt. Les étudiants y trouvent des conditions de vie à bas prix, sont sortis de leur milieu d'origine pour vivre une vie universitaire, ce qui fait une énorme différence avec notre système. La claque guerrière de la fin de 1870 amène à faire bouter les élites françaises du système napoléonien, mais il n'empêche que la réaction à ça consiste à créer l'école pratique des hautes études en 1871, puis à créer toute une pléiade d'écoles à la fin, HEC, Supaéro, Sciences Po, etc. Et l'université n'est recréée que à la toute fin du 19e et reste pendant la Troisième République extrêmement bureaucratique, extrêmement sclérosée intellectuellement, loin de l'idéal humboldtien qui
qu'on cherche à rattraper, mais finalement pas tant que ça. À la fin du 19e, on a le nouveau système qui se crée par le transfert aux États-Unis de la masse de la production savante, dans un modèle qu'on dit néo-humboldtien, qui a des caractéristiques originales et un héritage. Bon, l'héritage, c'est qu'il se fonde sur la même idée humboldtienne, et la différence, c'est qu'il introduit l'enseignement de masse et l'idée que l'université, c'est le lieu de formation de la nation, et en particulier de la classe moyenne. C'est-à-dire, c'est le lieu dans lequel on intègre en particulier les vagues d'immigration successives. Et donc, c'est un rôle qui est très pensé et qui va se poursuivre pendant toute l'ère fordiste, toutes les 30 glorieuses, tiré par la croissance et tiré aussi après-guerre par l'investissement militaire massif qui arrive dans la recherche aux États-Unis. La grosse différence avec le système allemand du 19e, c'est que les grandes universités sont privées, mais sous investissement contractuel de l'État. Et pour vous donner un ordre de grandeur, alors je n'ai pas noté sur ma feuille à quelle période c'était, mais je pense que ça a très peu varié au 20e. Les 6 premières universités états-uniennes récoltent 57% des fonds publics de recherche, les 20 premières, 79% des fonds publics. Donc c'est un système qui est sous perfusion de l'État, mais très très violemment inégalitaire. Et pour donner une anecdote, la tenure track que nous redoutons ici a été une conquête sociale aux États-Unis par des luttes sociales sur place. Le système dans lequel on vit est celui des postes du tournant dit néolibéral de la fin des années 70, qui crée une rupture avec le chômage de masse, avec progressivement le transfert de la sphère productive en Asie, progressivement aussi le transfert d'une grande partie du savoir en Asie, je pense qu'on y reviendra, et des changements de type anthropologique profonds au sein de l'université, qui devient non pas un lieu de socialisation, mais progressivement un lieu de constitution de l'entrepreneuriat de soi, soumis au néo-management. Il n'empêche que les problèmes spécifiquement français qui demeurent, si on regarde de manière systémique les questions, ça reste le fait que les grandes écoles ne sont jamais en contact avec la recherche. Au contraire, quelqu'un qui est dans les grands corps de l'État n'est jamais confronté qu'à des problèmes dont il existe une solution analytique, comme on dit en maths, propre, carré, et jamais un problème ouvert. Et cette chose-là, je pense, c'est pratiquement le plus gros problème qu'on ait à affronter. Deuxièmement, le modèle humboldtien, on a couru après, mais finalement, sans jamais l'adopter. Et paradoxalement, c'est dans le mouvement qui a suivi les années 70, peut-être même dans le sillage de Vincennes, qu'on voit apparaître des bribes de système humboldtien. Si on regarde maintenant un cours de Deleuze, on a le savant en sa solitude qui n'est dans une situation très distincte de l'enseignement de lycée. On garde le fait que l'essentiel des universités se situe au cœur des métropoles et en particulier dans le système francilien et que c'est absolument dramatique pour les étudiants qui ont des trajets, pour les sortir de leur milieu d'origine. Et ça a été un choix qu'on hérite de 200 ans. Et puis, eh bien, le fait qu'il y ait le chômage de masse et qu'on soit plus tiré par la croissance, ça amène une perte de sens dans l'université, une forme de crise interne à l'université qui ne trouve plus sa fonction sociale. Alors, elle tourne parce qu'il faut qu'elle tourne, c'est une grosse machinerie, mais cette perte de sens, elle est aussi l'une des grosses difficultés qu'on a affrontées dans une triple période de crise démocratique, environnementale, inégalitaire. Notre rôle maintenant, c'est aussi de réinventer la société qui aura besoin de l'université qu'on a envie de créer, si je puis dire. Ce qu'on subit, est-ce que j'ai encore 3 minutes, a été théorisé par un rapport très précis d'Aguillon et Cohen en 2004 qui donne à peu près la perspective exacte de 15 ans de réforme. C'est un rapport qui est précieux parce qu'il vient de quelqu'un qui, bon an mal an,
enfin de Aghion pour le citer, qui est malgré tout des nôtres, si je puis dire, qui est un universitaire qui écrit sous une forme savante. On peut... Comment c'est-à-dire, on peut en critiquer le fond, mais sur la forme, il est beaucoup plus fouillé et pensé que ne le sont les rapports ordinaires qui sont remis au Premier ministre. Qu'est-ce qui apparaît dans le rapport Aghion-Cohen? Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a eu cette puissance d'impact sur 15 ans de réforme. Il y a deux idées. D'abord, il y a le modèle états-unien, puisque au moment où Aghion et Cohen écrivent, ils n'ont pas conscience qu'on est déjà en train de basculer dans un autre monde dans lequel l'Asie a ce rôle, dans lequel il y a une financiarisation de l'économie. Aghion est schumpeterien dans son être profond. Et donc, il a cette idée qu'il faut différencier les établissements, les rendre inégaux sur le territoire, en violation de l'idéal napoléonien, d'une certaine manière, de les mettre en concurrence, de mettre en concurrence les étudiants, les formations, etc. Et de singulariser 10 universités de recherche qui vont être sous la goulotte d'argent, comme aux États-Unis. Donc là, on a vraiment cette idée d'importation états-unienne. Et puis pour le reste, eh bien, les 90 autres universités, eh bien, il est dans la tradition française, c'est-à-dire il faut en faire le lycée du XXIe siècle pour reprendre ce qui aurait dû être le titre du programme de Macron pour le supérieur, c'était le lycée du XXIe siècle. Mais Coulon a trouvé que c'était quand même, ça allait faire réagir, disons. L'autre volet de la pensée Aghion-Cohen, c'est la théorie des 4 autonomies. C'est brillantissime d'avoir volé le mot le plus précieux des universitaires, qui est l'autonomie du savant vis-à-vis de tous les pouvoirs dont l'exercice de la science dépend. Nous l'avoir volé et qu'on n'ait pas réussi à le récupérer immédiatement est une erreur stratégique majeure. Il décline l'autonomie en 4 volets. Je vous conseille de regarder ces transparentes présentées à Madame Pécresse avec le schéma des 4 autonomies, c'est fabuleux. Je vous conseille aussi de regarder le rapport, en particulier les petites notes mathématiques du rapport sont hilarantes pour qui connaît le métalangage mathématique. Ces 4 autonomies sont l'autonomie administrative, qui est déjà derrière nous, c'est-à-dire conformer les structures de direction des universités selon le modèle d'une entreprise privée. L'autonomie pédagogique, elle consiste à mettre en concurrence les formations, et Parcoursup est le premier pas vers ça, inachevé. Le troisième volet, c'est l'autonomie de recrutement et de gestion des personnels par la technostructure universitaire. Pour les collègues GIATS, les collègues qui assurent les supports techniques, c'est déjà de l'histoire passée, ça fait déjà 2 ans, et la communauté universitaire n'a pas bronché et n'a pas apporté sa solidarité à ce moment, ce qui est une erreur stratégique extrêmement grave. Et le dernier volet, c'est l'autonomie financière, c'est-à-dire la dérégulation des droits d'inscription, qu'on reste dans un système public ou partiellement privatisé n'y change rien. Évidemment, c'est la phase ultime de la transformation, la plus difficile, celle qui met les étudiants dans la rue. Et on a eu un premier pas avec l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, mais c'est quand même la réforme la plus dure. Et soyez certains que ce programme Aghion-Cohen sera poursuivi jusque-là. Il est cohérent et on n'a pas dévié d'1 pouce de cette ligne depuis 15 ans. Ma conclusion, c'est que dans cette histoire au temps long, avec des problèmes structurels très profonds de notre système particulier, plus des problèmes qui sont internationaux, comme la mise en crise de la démocratisation de l'université, avec le chômage de masse et la financiarisation de l'économie, eh bien, elle appelle de notre côté à réaliser une chose qui était le message de Christophe Charles à la Réserve il y a quelques années, que je reprends tel quel, mais je lui rends hommage, qui est que du fait que l'université humboldtienne n'a jamais existé en France, du fait qu'il y a le CNRS, du fait qu'il y a les grandes écoles, etc., eh bien, nous n'avons jamais, nous, du monde académique, du monde savant, été capables de porter un idéal type de l'universitaire, comme c'est le cas dans
la plupart des autres pays, nous n'avons jamais été capables de porter une vision de notre métier qui soit collective et transpartisane. Au contraire, notre communauté s'enferme, reproduit en son sein les clivages partisans en étant strictement incapable de se projeter dans une vision commune, dans un nous, et je rejoins ce que disait Johanna juste avant, le morcellement identitaire est notre premier problème stratégique, et la production d'un nous, le travail de fond pour aller chercher l'ensemble des collègues indépendamment de leurs idées politiques pour porter une idée de l'université et de la recherche dans le monde à venir, qui jugule les crises à venir, et l'essentiel de la tâche qu'on a à mener à moyen terme, mais aussi à temps. Merci à toi.